Même aujourd'hui je ne suis pas certain de vouloir en connaître la véritable explication. Une leçon qui m'a appris à toujours vérifier la météo avant de descendre sous terre. Mon colocataire et moi explorions une grotte que nous avions parcourue de nombreuses fois. Nous y étions depuis environ 5 heures quand nous avons décidé qu'il était temps de remonter et de préparer le dîner. À l'endroit où nous nous trouvions, un ruisseau souterrain coulait tranquillement, à peine de quoi nous mouiller les chevilles. Nous étions 3 niveaux plus bas à plus de 60 mètres sous terre. Nous avancions dans le courant en direction de la sortie lorsque nous avons dépassé une petite cascade d'environ 1 mètre. Rien d'impressionnant et nous ne l'avions même pas remarqué à l'aller. Une dizaine de minutes plus tard un grondement a retenti, un son énorme qui ressemblait littéralement au décollage d'un avion sur une piste. Le vacarme était si fort que nous devions hurler pour nous entendre. Quand nous avons tourné dans un coude du passage, nous avons enfin compris. La grande salle devant nous mesurait une dizaine de mètres de haut et s'étendait sur environ 6 mètres par 6. Elle s'était transformée en une immense chute d'eau furieuse qui dévalait tout l'espace. Le choc nous a figé une seconde puis la panique a commencé à s'installer. Il fallait bouger. Au moment où nous avons atteint la zone où nos cordes étaient fixées, l'eau qui nous arrivait aux chevilles quelques minutes plus tôt montait déjà jusqu'à notre torse. Arrivés à la corde, nous avons découvert qu'elle n'était plus qu'un fouet détrempé noyé dans la masse d'eau et qu'il faudrait grimper dedans malgré la pression continue. J'ai beau être un grimpeur expérimenté et avoir passé des années dans des grottes, cette ascension de 12 mètres a été l'une des plus difficiles de ma vie. À chaque prise, mes mains glissaient et la cascade me cognait le dos comme si elle voulait me repousser vers le bas. Nous avons avancé centimètre après centimètre en sentant nos muscles brûler. Quand nous sommes enfin sortis de cette zone où l'eau se déchaînait, le silence relatif nous a presque coupé le souffle. Nous n'étions pas encore à la surface, mais la sensation d'urgence s'était dissipée. Avec le recul, j'admets que la situation aurait pu très mal tourner. Aujourd'hui, je considère cet épisode comme une leçon gravée dans ma mémoire. Même si l'on ne prévoit pas de sortir sous la pluie, il faut toujours vérifier le temps avant d'entrer dans une grotte parce que l'eau de pluie finit toujours par descendre et elle ne prévient pas quand elle décide de tout envahir. Honnêtement, j'ai très rarement eu peur dans une grotte. Peut-être parce que je ne suis pas claustrophobe et que je n'ai pas peur du noir. Demander à quelqu'un qui aime la spéléologie de décrire un moment vraiment effrayant semble aller à l'encontre du but recherché. Si tu demandes plutôt à des gens qui détestent la spéléologie mais qui ont été forcés d'y aller une fois, ce qui les a terrifiés, tu obtiendras peut-être le type de peur que tu cherches. Je faisais beaucoup de spéléologie et la descente en rappel était l'une de mes parties préférées. J'ai dû descendre en rappel dans une grotte plus de 300 fois. Récemment, j'ai emmené un groupe de scouts dans une grotte verticale. J'ai dû emprunter la corde de quelqu'un d'autre, car je ne faisais plus confiance à la mienne. Sa corde était un peu plus fine et plus souple que la mienne. Je n'ai pas réalisé que cela pouvait poser problème avant d'être suspendu dessus. Une fois sur la corde, j'ai compris très vite que je n'avais pas le contrôle auquel j'étais habitué. Je pouvais m'arrêter, mais à peine. Assis au-dessus d'une chute de 60 mètres, en peinant à éviter de glisser, j'ai décidé d'abandonner la descente dès que j'atteindrais une première corniche, 30 pieds plus bas. J'ai bloqué mon descendeur et appelé ceux qui étaient avec moi pour m'aider à me balancer jusqu'à la corniche et remonter. J'avais du matériel d'escalade avec moi et j'aurais pu passer dessus, mais cela aurait été bien plus compliqué. J'ai donc choisi la solution la plus simple. Comme j'avais pu verrouiller le descendeur, je pouvais me reposer et réfléchir à ma situation. Je ne pensais pas que j'allais tomber, donc je n'avais pas peur. Je pensais simplement que la descente ne serait pas assez sûre compte tenu de ma difficulté à ralentir quand je le voulais. Si j'étais du genre à paniquer, j'aurais sans doute eu très peur de mourir, suspendu à 10 mètres au-dessus d'un gouffre, avec du matériel inadapté à la corde et aucun moyen de contrôler ma vitesse. Mais je suis assez prudent pour arrêter une descente dès que je sens qu'elle n'est pas optimale. C'est ce genre de prudence qui maintient en vie. Si tu veux des scénarios imaginaires, en voici un. Imagine une grotte verticale avec des rappels où l'on doit récupérer la corde et une montée inattendue du niveau de l'eau. Dans le Tennessee,
il existe une grotte avec 3 descentes verticales de plus de 30 mètres et l'une d'elles fait 60 mètres. Les gens n'emportent généralement qu'une seule corde parce qu'à la fin de la grotte on peut simplement en sortir à pied. Il y a toujours de l'eau dans la grotte, parfois jusqu'aux chevilles, parfois jusqu'à 40 cm. Entre la deuxième et la troisième descente, il y a un long passage d'environ 120 mètres avec un plafond bas et beaucoup d'eau. Quand j'y suis allé, il y avait une trentaine de centimètres d'eau et à peu près autant d'air au-dessus. C'est un passage très agréable, avec des galets polis et de nombreuses petites concrétions brillantes le long des parois. Il y a surtout de la calcite blanche, stalactite, stalagmite et fistuleuse. Certaines formations sont beiges, jaunes ou légèrement rouges à cause des impuretés, ce qui crée beaucoup de variations tout au long des 120 mètres. Si, par exemple, ton spéléologue est dans un petit groupe explorant cette grotte et qu'il rencontre un problème pendant la deuxième descente de 60 mètres, le groupe peut décider de le faire flotter à travers le passage et de le descendre ensuite dans le dernier rappel de 30 mètres. Ils peuvent récupérer la corde et le transporter jusqu'à l'entrée du passage, pour découvrir que le niveau de l'eau est trop haut et que l'espace d'air est minuscule. Avec une eau aussi haute, le courant serait très fort et quelqu'un qui essaierait de remonter à contre-courant pourrait ne pas y arriver. Cette personne devrait avancer avec seulement quelques centimètres d'air, un plafond rempli de rochers coupants et, à la fin du passage, l'eau se jette dans une chute de 30 mètres. La pression de l'eau pousserait le spéléologue vers la sortie et il lui faudrait énormément de force pendant longtemps pour résister. Il est probable que la chute ne le tuerait pas, car le bas du gouffre serait en crue. Il toucherait le fond et se casserait peut-être quelque chose, mais l'eau amortirait son impact et pourrait lui sauver la vie. Cela supposerait qu'il puisse respirer tout au long du passage sans se cogner le visage. En spéléologie, on ne part jamais seul et en général on n'essaie pas de sortir une personne blessée à très peu. Il vaut mieux qu'une personne reste avec le blessé et que 2 autres sortent chercher de l'aide. C'est pour cela que le groupe minimal est de 4 personnes. Mais avec quelqu'un qui reste derrière et 2 personnes tentant de franchir un passage inondé, il y a de quoi créer beaucoup de tensions dramatiques. De petites empreintes d'animaux marquaient une berge de boue à plusieurs heures de progression des entrées connues de la grotte. Aucun accès naturel n'existait pour rejoindre cet endroit sans utiliser des cordes et sans devoir grimper et désescalader des passages raides. Il était impossible qu'un quadrupède ait pu arriver par le même chemin que nous. La berge se trouvait à côté d'un mince filet d'eau qui serpentait paresseusement le long de la galerie. Si ces empreintes n'étaient pas récentes, ce qui paraissait presque inconcevable, alors ce ruisseau devait couler avec une constance incroyable depuis un temps considérable. La moindre variation de débit aurait suffi à effacer la trace la plus fragile, pourtant les empreintes demeuraient nettes comme si la créature venait de passer. Nous nous sommes accroupis pour mieux les observer. Il y en avait une dizaine, alignés d'une manière étrange, comme si l'animal s'était arrêté plusieurs fois pour scruter quelque chose dans l'obscurité. Les parois autour de nous étaient silencieuses et aucune odeur, aucun bruit, aucun signe de vie ne trahissait la présence d'une bête. Nous étions pourtant persuadés que ces traces appartenaient à quelque chose de petit, agile et parfaitement à l'aise dans l'obscurité. Plus nous examinions la berge, plus un sentiment de décalage s'installait. Le sol était sec sur les côtés, la boue uniquement concentrée près de l'eau. Pourtant les empreintes semblaient enfoncées avec une force surprenante pour un petit animal. Cela donnait l'impression qu'il s'était arrêté longtemps ou qu'il s'était enfoncé volontairement pour s'orienter. Nous avons suivi le ruisseau quelques mètres, espérant trouver d'autres traces. Rien. La boue redevenait lisse et la galerie continuait, indifférente. L'existence même de ces empreintes défiait la logique. Un endroit aussi isolé, aussi inaccessible, ne devrait pas porter la marque de petites pattes qui ne pouvaient pas escalader ou descendre les obstacles que nous avions franchis. Nous sommes repartis en silence. Les empreintes restaient derrière nous comme une énigme figée dans la boue et j'ai eu du mal à m'empêcher d'imaginer une créature qui connaissait des passages secrets oubliés, des fissures trop étroites pour des humains, des chemins souterrains qu'aucune carte n'a jamais indiqués. Une créature qui, peut-être, nous avait entendus longtemps avant que nous découvrions ses traces.
Une petite grotte que nous avions décidé d'explorer commençait par un passage étroit de 15 mètres où il fallait ramper sur le ventre. À l'entrée, une multitude de toiles d'araignées bloquaient le passage, mais elles semblaient disparaître après quelques pieds. J'étais le spéléologue le plus expérimenté, alors je suis passé en premier et j'ai fait le rampement assez rapidement. Je suis arrivé dans une petite salle en forme de dôme, d'environ 1,50 m de haut et 4 mètres de large. J'avais un peu d'avance sur mes amis, donc je leur décrivais la pièce. J'ai levé les yeux vers le plafond et j'ai laissé échapper un souffle surpris. Je n'ai pas peur des araignées, mais leur nombre m'a pris de court. Il devait y en avoir au minimum 1000, probablement plus proche de 1500. Elles pendaient toutes du plafond avec des sacs d'œufs autour d'elles. J'ai appelé mes amis. Il y a beaucoup d'araignées suspendues au plafond. Ne vous levez pas en arrivant. Mes amis étaient un peu plus méfiants envers les araignées et ils ont commencé à poser des questions. Elles sont grosses. Elles sont de quelle couleur? Elles sont velues. J'ai répondu qu'elles n'étaient pas si grosses. Elles ressemblaient un peu à des veuves noires, mais ce n'en était pas. La couleur n'était pas la bonne. Elles étaient brunes et leurs pattes semblaient un peu plus claires que le corps. Mon ami, un garde du DNR du Wisconsin, a crié. Vraiment. Elles ont un petit motif sur le dos, un peu comme un violon. Oui. À ce moment-là, mes amis m'avaient presque rejoint. Mon ami garde du DNR a déboulé dans la salle, a levé les yeux, a frissonné, puis s'est forcé à regarder l'une des araignées de près. Son visage s'est vidé de son sang et il a hurlé. Sortez. Sortez tous de la grotte. Il n'a rien ajouté car il était déjà en train de ressortir aussi vite qu'il le pouvait. Il nous avait fallu environ 20 minutes pour atteindre la salle et à peine 3 minutes pour ressortir entièrement de la grotte. Une fois dehors, les deux autres et moi étions perplexes. Mon ami le garde a expliqué. C'étaient des recluses brunes, parmi les araignées les plus venimeuses d'Amérique du Nord. Nous étions dans leur repère. Quand elles mordent, on souffre d'une douleur atroce pendant quelques jours, puis la peau commence à se nécroser et on peut éventuellement mourir. Nous n'avons plus remis les pieds dans une grotte avec des toiles d'araignées pendant le reste du voyage. À plusieurs reprises j'ai entendu des voix comme si des gens parlaient dans une pièce lointaine. Le son avait une réverbération étrange, presque familière. Au début je croyais réellement que quelqu'un se trouvait dans la grotte plus loin dans une salle que nous n'avions pas encore atteinte. Ce n'est qu'après plusieurs minutes d'écoute hésitante que j'ai compris que mon cerveau épuisé confondait des bruits naturels avec des voix humaines. Le murmure de l'eau qui coulait entre les roches ou le frottement régulier de la corde contre mes vêtements pendant les ascensions devenaient alors des syllabes répétées comme des mots sans véritable sens. Cela m'arrive souvent quand je suis très fatigué. Avec le temps j'ai fini par reconnaître cette illusion sonore et elle me sert même d'avertissement pour surveiller mon état. Mais la première fois j'ai ressenti un mélange de surprise et d'inquiétude. L'idée que d'autres personnes puissent se trouver dans cette grotte totalement isolée m'a frappé d'un doute soudain. J'avais coupé ma lampe une seconde pour écouter et le silence s'était amplifié autour de moi. Les pseudo-voix se mêlaient aux gouttes d'eau et j'ai cru entendre des conversations entières qui n'existaient pas. Je me souviens avoir allumé ma frontale d'un geste brusque. Le faisceau a balayé les parois comme si je m'attendais à voir quelqu'un se tenir là. Bien sûr il n'y avait rien, seulement la roche brute et l'écho de ma propre respiration. Cette absence totale de présence rendait l'illusion encore plus déstabilisante. On a l'impression qu'un espace immense vous observe sans rien dire. En progressant j'ai appris à reconnaître le moment précis où la fatigue altère mes perceptions. Le frottement de la corde devient un chuchotement monotone et l'eau adopte le rythme d'une phrase répétée à l'infini. Ce phénomène me rappelle à quel point l'obscurité et le silence peuvent tromper les sens. J'avais emmené quelques amis dans l'une de mes mines de fer locales pour jeter un œil. Je pense qu'ils ont tous les deux trouvé la descente un peu difficile puisqu'ils ont décidé de rester en haut du gouffre pendant que je descendais jusqu'à la nappe phréatique. Pendant qu'ils se faisaient une tasse de thé, j'ai décidé d'aller fouiller un peu et d'essayer de trouver une connexion qui remonterait à la surface par une autre mine. Après environ 40 minutes à ramper et à chercher sans trouver cette connexion, je suis revenu prendre un thé.
Nous sommes repartis sans problème et j'ai eu un trajet pour rentrer chez moi. À cause de ce trajet, je ne me suis rendu compte que le lendemain matin que j'avais perdu mes clés de voiture. J'ai appelé mon ami qui a vérifié sa voiture avant de proposer de faire 1 heure de route pour venir m'aider à chercher. Non, ça va. Je les ai probablement laissés à l'entrée quand on s'est changé. Je retourne à l'entrée et je ne trouve rien. Un peu inquiet, j'avais heureusement pris mon casque et mes lampes au cas où il faudrait redescendre. C'est donc d'un pas peu motivé que je suis retourné dans la mine. Encore endolori de la veille, j'ai essayé d'optimiser mon parcours en passant par les endroits où j'étais le plus susceptible d'avoir fait tomber mes clés. Évidemment, ça n'a pas aidé et j'ai fini par refaire tout mon trajet et même trouver la connexion que je cherchais la veille. Dans l'ensemble, ce fut une sortie assez banale à part quelques minutes tout au fond où j'étais sûr d'entendre en arrière-plan le bruit de gens qui parlaient ou travaillaient. C'était probablement le silence prolongé qui me jouait des tours, mais au moment où ça a commencé, ma réaction automatique a été de chercher des excuses pour justifier ma présence seule ici. Je devais m'attendre à croiser un groupe de spéléologues ou quelque chose du genre. Le bruit a fini par disparaître ou alors il a été couvert par les battements de mon cœur, mais je ne suis pas resté plus longtemps que nécessaire après ça. Ah, et j'avais enfermé mes clés dans le coffre de ma voiture. Je plongeais sous un siphon dans une grotte. Il faisait peut-être 1 mètre de long et 60 centimètres de profondeur, mais je n'avais jamais rien vécu de semblable. Un gars de mon équipe avait installé une corde allant d'un côté du siphon à l'autre pour que chacun puisse signaler sa traversée en tirant dessus afin que l'on sache quand quelqu'un avait atteint l'autre extrémité. L'eau était glaciale. M'enfoncer jusqu'au cou m'avait aussitôt plongé dans un état proche de l'hypothermie. Ma respiration s'était faite courte et saccadée et mon rythme cardiaque s'emballait sans que je puisse le contrôler. Quand j'ai passé la tête sous l'eau, tout s'est ralenti. Je me suis servi de la corde au-dessus de moi pour avancer, main après main, mais le temps s'étirait comme si la traversée durait des heures. À mesure que j'approchais de la sortie, j'ai senti un accroc. Ma combinaison s'était prise dans une roche sous l'eau. Je n'avais même plus assez d'énergie pour paniquer et je me suis figé comme si mon corps avait accepté que la situation lui échappe complètement. J'ai senti une main se poser sur mon casque. Elle s'est refermée et m'a tiré hors de l'eau en déchirant la combinaison, mais peut-être en me sauvant la vie. Je ne suis jamais retourné sous l'eau dans une grotte depuis ce jour et parfois le simple bruit de l'eau contre une paroi me ramène à cette traversée qui a failli mal finir. Par moments, je repense au geste de celui qui m'a tiré de là et je me demande ce qui serait arrivé s'il avait été 1 seconde plus tard. Cette pensée suffit à me convaincre que certaines limites ne doivent pas être franchies 2 fois. Ce n'est pas la pire histoire de spéléologie qui existe, mais j'avais l'habitude de diriger mes sorties en grotte avec mes potes. Je prenais toujours ça au sérieux, je faisais toujours un briefing avant d'entrer dans la grotte pour parler de sécurité, de ne pas faire de bêtises, de garder 3 points d'appui, d'être l'ange gardien de la personne devant soi et de celle derrière soi à tout moment, de me prévenir immédiatement si quelqu'un se sentait mal à l'aise et de ne jamais faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Bref, nous avons exploré une nouvelle grotte où nous n'étions jamais allés. Dès le départ, l'ambiance était particulière parce que c'était la première grotte qui possédait un grand tuyau métallique ondulé avec une échelle à l'intérieur qu'il fallait descendre pour accéder à la grotte. Pas trop mal, non. Le côté inquiétant venait du fait que nous devions d'abord passer chez le propriétaire de la grotte pour récupérer la clé. Le tuyau métallique avec l'échelle avait une grille en métal sur l'entrée pour empêcher n'importe qui d'entrer dans la grotte à tout moment. C'était une sensation étrange. Verrouiller cette grille et nous enfermer nous-mêmes dans la grotte. Une fois que nous avons dépassé cet obstacle mental, nous nous sommes bien amusés. Grotte géniale. Formation impressionnante. Passage et étroiture passionnants. Tout le monde s'éclatait. Puis nous avons décidé qu'il était temps de rentrer. Cette grotte était un peu différente des grottes pleines de boue que j'avais l'habitude d'explorer. Elle était plus rocheuse et il était moins évident de repérer des petits endroits dont on pouvait se souvenir. Il n'y avait pas beaucoup d'indices évidents du genre, nous avons tourné par là. Je prenais toujours mon temps et je regardais en arrière pour voir d'où nous venions parce que l'aller et le retour n'ont jamais la même apparence.
Si vous voulez changer l'ambiance d'un groupe de spéléologues très rapidement, il suffit de dire je suis presque sûr de savoir où nous sommes mais je ne suis pas à 100%. C'est ce qui s'est produit sur le chemin du retour. Nous nous sommes perdus pendant environ 20 minutes et on aurait pu couper la tension avec un couteau à beurre. J'affichais une confiance totale mais au fond de moi j'étais loin d'être sûr. Je savais que nous retrouverions la sortie parce que la grotte n'était pas très grande mais malgré tout il y avait une légère incertitude. Heureusement et puisque je suis en train d'écrire ceci nous sommes tous sortis et nous n'avons pas perdu la clé qui permettait de déverrouiller la grille pour nous libérer des profondeurs de la grotte. Deuxième histoire de mes années de spéléologie. Cette fois nous étions dans une grotte que nous connaissions particulièrement bien. Nous étions entrés, nous étions allés assez loin et nous avions décidé de faire une pause. Je voulais juste boire une gorgée d'eau mais mes potes voulaient se détendre 10 à 15 minutes. J'ai bu un peu d'eau, j'ai remis mon casque et j'ai dit je vais explorer par ici pendant quelques minutes pendant que vous vous reposez. Première erreur. Comme je l'ai dit, j'étais venu dans cette grotte souvent et je la connais encore bien aujourd'hui. Mais il y avait des sections latérales que je n'avais pas totalement explorées. Nous étions près de l'une d'elles donc c'est là que je suis parti. Cette grotte était boueuse. De la boue épaisse. J'ai grimpé une grande colline de boue puis je suis descendu de l'autre côté. J'entendais à peine les rires et les conversations de mon groupe en haut de la colline et une fois arrivé en bas je ne les entendais plus du tout. Le bas de cette colline boueuse menait à un immense mur de boue. Le coin inférieur droit avait été creusé. L'ouverture n'était pas très grande. Elle faisait comme un mauvais toboggan. À l'intérieur il y avait une sorte de creux comme un glissement. Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une petite salle de l'autre côté et je me suis dit bon allons-y. Deuxième erreur. La gravité aide à descendre mais pas à remonter. Je me suis donc faufilé dans cette espèce de terrier boueux. Il faisait environ 1,30 m à 1,50 m de long donc ce n'était pas très long ni très difficile. Une fois de plus descendre dans la boue reste assez simple. C'était de la boue épaisse et collante plutôt de l'argile que de la terre. Je passe par ce trou et immédiatement je me retrouve dans une petite salle où je ne peux pas me tenir debout. Elle faisait environ 1,20 m de large, 1,50 m de long et peut-être 90 cm de haut. Mais il y avait un autre petit terrier creusé de l'autre côté. Petite précision, je porte une combinaison de spéléo qui n'est pas du tout respirante et on peut vite transpirer dedans. Donc je suis dans cette minuscule pièce qui n'offre pas beaucoup d'espace pour respirer. Mentalement c'est un peu étouffant et l'air devient lourd. Je regarde le second trou et je me dis non je suis trop loin. Mes amis ne peuvent pas m'entendre. Je ne les entends pas non plus. Ils doivent sûrement être prêts à repartir. Il est temps de sortir. Je me concentre donc sur la sortie de cette petite salle boueuse et la seule façon de sortir est de remonter le terrier par lequel je suis descendu. En entrant j'étais descendu les pieds en premier. Impossible de remonter ainsi. Il fallait monter cette fois et non descendre. Je me retrouvais donc face à un toboggan boueux inversé. Je me mets tête la première, ventre contre le sol et je commence à ramper vers le haut. À mi-chemin je comprends que cela ne fonctionnera pas à cause du creux dans le milieu du passage. Il me forçait à cambrer mon dos vers le haut et c'était impossible. J'avais aussi besoin de mes mains pour m'aider mais je ne pouvais pas les utiliser en avançant tête la première. Donc je suis là à essayer de me hisser dans cette pente boueuse en glissant en arrière, tête en avant, les bras coincés, en poussant de mes pieds et je n'avance absolument pas. Après quelques minutes à respirer lourdement, à bouger, et à n'arriver nulle part je m'arrête. La peur me frappe. Je suis coincé. Merde. 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 Je n'avais paniqué mentalement qu'une seule fois auparavant et là j'étais en train d'y retourner. Je me stoppe. Je respire profondément et je me défais du passage pour revenir dans la petite salle. À ce moment je transpire énormément. J'enlève mon casque, j'ouvre ma combinaison et je m'allonge un moment. Je rassemble mes idées. Je suis descendu ici donc je peux en sortir. Après quelques minutes à essayer de ne pas me pisser dessus, je savais ce que je devais faire. Je remets mon casque et je me reprends. Je devais passer sur le dos, entrer les bras d'abord dans le trou,
puis la tête, et me hisser petit à petit le long de ce toboggan boueux. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts parce que je luttais contre la gravité et contre de l'argile collante, mais j'ai lentement et sûrement réussi à ressortir du terrier. Une fois hors du trou, je me suis relevé, je suis retourné vers mon groupe, j'ai dit laissez-moi une minute et je leur ai raconté à quel point j'avais été stupide. Tout le monde a bien rigolé, mais ils ont bien vu que j'étais mentalement vidé pendant un instant. Ma toute première sortie en grotte remonte à l'époque où j'avais une dizaine d'années. Mon père avait décidé que c'était le bon moment pour emmener ses garçons explorer une grotte et nous étions partis ainsi armés de nos lampes de l'armée. Nous n'avions aucune carte de l'endroit où nous allions et nous avons fini coincés dans une salle circulaire dont la sortie était petite et tellement facile à manquer que nous avons tourné en rond sans nous en rendre compte. Au bout de 4 heures, nos lampes s'étaient toutes éteintes et nous étions entassés les uns contre les autres dans une obscurité totale pendant que mon père entonnait une chanson pour essayer de nous garder calmes. Après environ 3 heures passées à chanter dans le noir, ma mère a estimé qu'il était temps d'appeler des secours et quelqu'un a fini par nous retrouver et à nous guider vers la sortie dont nous avions été incapables de deviner l'emplacement. Depuis, je suis devenu un spéléologue expérimenté et je suis retourné dans cette même grotte de très nombreuses fois. C'est toujours étrange de traverser cette petite salle et de me souvenir à quel point elle avait été dangereuse alors qu'elle paraît aujourd'hui presque insignifiante. Il m'arrive de m'arrêter un moment au centre de la pièce pour repenser à la peur que j'avais ressentie à 10 ans et à la voix de mon père qui résonnait pour couvrir le silence oppressant. Je me surprends parfois à fredonner la même chanson comme pour vérifier que je suis vraiment revenu de ce passé qui me paraissait immense. Ce qui ne cesse de m'impressionner, c'est la facilité avec laquelle des erreurs banales peuvent devenir mortelles sous terre. Cette grotte est d'ailleurs le site de secours le plus souvent sollicité dans notre coin depuis des années et je crois pouvoir deviner où l'on retrouve la plupart des gens qui s'y perdent. Chaque fois que je guide des débutants, j'ai l'impression de revoir ma famille avançant à tâtons dans cette salle parfaitement ronde qui avait failli devenir notre prison et je me promets de ne jamais laisser quelqu'un revivre cette même frayeur. Je ne sais pas si l'expérience était vraiment bizarre ou étrange, mais elle nous a tous un peu inquiétés. Nous en sommes sortis il y a seulement quelques heures après l'avoir explorée pour la première fois. La grotte est magnifique comme toujours lorsque la nature façonne ses propres cathédrales souterraines. Nous l'avions repérée quelques semaines plus tôt en longeant une grande paroi rocheuse et un membre du grotto nous avait vaguement indiqué où se trouvait l'entrée principale. Rien de précis mais assez pour attiser notre curiosité. Lorsque nous avons finalement trouvé l'ouverture, nous avions cette impression d'être les premiers à faire glisser la pierre qui cachait un secret ancien. Après une vingtaine de mètres, nous avons remarqué quelque chose qui détonnait complètement dans ce décor. Des fils électriques et un tuyau descendaient du plafond comme si quelqu'un avait tiré un morceau de civilisation jusque dans le ventre de la montagne. Nous avons levé les yeux et essayé d'imaginer la scène. Quelqu'un avait percé 60 pieds de roche depuis le sommet de la falaise qui se trouvait dans un endroit perdu au milieu de nulle part et avait installé de l'électricité dans une grotte dont presque personne ne connaissait l'existence. Aucun de nous n'arrivait à comprendre pourquoi ni comment cela avait été fait. L'idée qu'une personne avait travaillé des jours entiers à forer un puits vertical uniquement pour alimenter une cavité isolée nous laissait perplexes. Nous avons continué à avancer tout en discutant à voix basse car ce détail nous avait mis dans un état d'attention particulier. Chaque détour de galerie semblait maintenant cacher une intention humaine et non plus seulement la main du temps. À plusieurs reprises, l'un d'entre nous s'est arrêté pour écouter car on croyait entendre un léger bourdonnement qui pouvait être celui d'un appareil oublié quelque part. La grotte restait splendide mais elle avait soudain pris un caractère intrigant comme si elle renfermait un projet abandonné ou un secret jamais révélé. Ma grotte préférée renferme un réseau de rivières souterraines. On peut suivre le cours de l'eau sur une longue distance lorsque l'on est correctement équipé, mais à un moment la rivière disparaît sous le passage principal pour se glisser sous un cul-de-sac comme si l'on atteignait l'envers du monde déjà caché. Quelques téméraires ont emporté du matériel de plongée pour vérifier si la rivière menait à d'autres galeries et c'est bel et bien le cas. La grotte est loin d'être entièrement explorée. Le courant poursuit sa route dans l'obscurité pour une longueur inconnue vers une destination dont personne n'a encore la moindre idée. Je me demande souvent où cette eau s'en va.
Le débit est impressionnant et la simple pensée de glisser par accident pour être entraîné sous la surface par cette force silencieuse me donne la chair de poule. Dans un endroit pareil, il serait presque impossible de retrouver un corps et personne ne saurait dire où il aurait été emporté. Il m'est arrivé de m'accroupir près du bord pour écouter le grondement sourd qui résonne dans le ventre de la terre et d'imaginer la rivière filer comme une bête vivante à travers des couloirs encore vierges. Je me suis surpris à rêver qu'un jour on suivrait ces eaux jusqu'à une salle immense que personne n'a jamais foulée, une salle où le plafond disparaîtrait dans un brouillard minéral et où la rivière se diviserait en plusieurs bras comme si elle hésitait entre des mondes différents. Pourtant la réalité revient vite. Le danger est toujours là à quelques centimètres de mes chaussures et je sais qu'il suffit d'un faux mouvement pour disparaître dans le courant sans laisser d'explication. L'utilisateur explorait une mine abandonnée avec quelques amis et si je me souviens bien, il s'agissait d'un réseau particulièrement complexe. Pour éviter de se perdre, ils avaient décidé de laisser des bâtons lumineux derrière eux à chaque embranchement afin de pouvoir retracer leur route au moment de ressortir. La progression se faisait lentement et chacun vérifiait régulièrement que les marques restaient bien visibles. Quand ils ont décidé de faire demi-tour, ils ont compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les premiers bâtons lumineux avaient disparu et ceux qui restaient ne se trouvaient plus du tout aux endroits où ils les avaient déposés. Certains avaient été déplacés vers des tunnels qu'ils n'avaient jamais empruntés. L'un de leurs amis a d'abord cru à une erreur, mais plus ils avançaient, plus l'évidence se dessinait. Quelqu'un les avait suivis dans la mine et ramassait leurs repères dans l'espoir qu'ils se perdent au cœur du dédale. La tension est montée rapidement. Le silence de la mine prenait une toute autre dimension et chaque craquement résonnait comme un signe de présence. Ils se sont rassemblés pour décider de la marche à suivre et l'utilisateur a finalement pris la tête du groupe car il connaissait bien la structure générale du site. Il avançait en se fiant à sa mémoire et à quelques marques anciennes restées sur les parois, vestiges d'exploration précédente. À plusieurs moments, ils ont cru entendre le bruit d'un pas qui s'éloignait ou celui d'une pierre déplacée dans l'obscurité, mais personne n'a osé vérifier. Tous voulaient simplement sortir le plus vite possible. Après un long moment d'angoisse, ils ont enfin aperçu la lueur de l'entrée. L'air extérieur semblait presque irréel après tant de temps sous terre. Une fois dehors, ils se sont retournés vers l'ouverture béante de la mine en essayant d'imaginer la personne qui les avait suivis et ce qu'elle avait cherché à provoquer. Cette pensée a laissé en chacun un frisson persistant car ils avaient été observés et manipulés pendant toute leur exploration sans jamais s'en rendre compte. Savoir que quelqu'un rôdait dans les galeries derrière eux rendait l'expérience infiniment plus troublante et l'utilisateur n'a jamais oublié cette sensation que la mine elle-même retenait son souffle en attendant la suite. Des insectes étranges que l'on ne voit nulle part ailleurs. Certains s'accrochaient les uns aux autres en amas compacts et parfois en colonnes verticales qui pendaient du plafond telles des stalactites vivantes. Les parois affichaient des motifs et des formes sculptées inexplicables, des dessins que l'on devinait anciens et dont l'origine échappait à toute logique. On se serait cru face à une archéologie anormale dont personne n'avait jamais parlé. Dans un recoin parfaitement isolé se trouvait un tas d'ossements disposés avec soin dans un endroit pourtant inaccessible à toute créature connue. La première fois que j'ai observé ces amas d'insectes, j'ai senti un frisson me parcourir. On aurait dit qu'ils réagissaient à notre présence. Certains se détachaient lentement de la colonne et se déplaçaient à une vitesse surprenante pour regagner un autre groupe, comme si chaque geste avait un sens qui nous échappait. Une fois j'ai cru entendre un léger cliquetis venant d'eux, ce qui m'a fait reculer d'un pas sans même m'en rendre compte. La grotte semblait respirer autour d'eux. En avançant plus loin, j'ai trouvé l'une de ces sculptures naturelles sur la paroi. À la lumière de ma lampe, les lignes prenaient des formes presque familières comme si quelqu'un avait tenté de représenter des silhouettes ou des chemins. À bien regarder, cela ne ressemblait à rien d'humain mais plutôt à une sorte de langage oublié. Je suis resté immobile un long moment pour observer ce tracé qui semblait raconter quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et puis il y avait ce tas d'os. Déposé si proprement que cela paraissait presque cérémoniel. Aucun signe de passage. Pas de traces de griffes ou de glissements sur les parois. Rien qui indique comment ces os avaient pu être amenés là. Je me suis accroupi pour mieux voir et j'ai remarqué que certains os étaient polis comme si l'eau les avait travaillés depuis des siècles alors que d'autres étaient encore nets,
presque récent. Comme si plusieurs dépôts s'étaient formés au fil du temps par des mains invisibles. Pendant la visite aux lanternes de la Cave of the Wind à Colorado Springs, ils ont raconté une histoire étonnante. Selon le guide, le premier propriétaire de la grotte avait suspendu une momie dans l'une des salles et la présentait fièrement aux visiteurs. Le guide racontait cela avec un talent particulier et il montrait l'endroit précis où la momie avait été accrochée. L'ambiance de la visite rendait tout encore plus vivant car les lanternes projetaient des ombres dansantes et certaines personnes se rapprochaient instinctivement les unes des autres. On se surprenait presque à imaginer la silhouette immobile de cette momie se balançant doucement au rythme du courant d'air. Plusieurs visiteurs ont échangé des regards nerveux et le guide semblait s'amuser de leurs réactions avant de poursuivre avec d'autres anecdotes tout aussi étranges. Plus tard, lors d'une visite des Grands Canyon Caverns en Arizona, un autre spectacle nous attendait. Cette fois, il s'agissait d'un gigantesque paresseux préhistorique parfaitement préservé. La créature semblait figée dans le temps comme si elle s'était arrêtée là pour reprendre son souffle. Le guide se tenait près d'elle avec un sérieux déconcertant et il parlait comme s'il s'adressait aux esprits qui habitaient selon lui les galeries. Il posait des questions à voix haute et attendait en silence comme si une réponse allait surgir depuis l'obscurité. Certains visiteurs riaient doucement, d'autres observaient avec un mélange de malaise et de curiosité. L'écho de la grotte amplifiait sa voix et donnait l'impression que plusieurs personnes répondaient en arrière-plan. Un enfant a même demandé à sa mère si les fantômes appréciaient qu'on leur parle ainsi et la mère est restée sans réponse. Cette succession d'histoires et de guides excentriques a donné à ces visites un caractère presque théâtral. On repartait avec la sensation étrange que le passé des grottes n'était jamais complètement endormi et que chaque guide réveillait pour un instant quelque chose qui n'attendait qu'à être raconté de nouveau. Ce week-end, notre groupe est tombé sur un renard qui a décidé de nous foncer dessus dans un passage étroit. 2 d'entre nous ont réussi à grimper contre la paroi et le renard a filé entre les pieds des 2 autres avant de s'échapper par l'entrée de la grotte. Heureusement, personne n'a été blessé et je crois bien que nous lui avons fait bien plus peur qu'il ne nous en a fait. Sur le moment, tout s'est passé très vite. L'écho de ses griffes sur la roche donnait l'impression qu'un animal bien plus gros arrivait droit sur nous. Quand il est apparu dans le halo de nos lampes, ses yeux brillaient d'une telle panique que nous nous sommes figés sans réfléchir. J'ai vu l'un de mes amis coller son dos à la paroi pour se hisser hors du passage et l'autre faire de même en tendant une main vers moi comme si la seconde suivante allait tout basculer. Le renard s'est glissé sous eux dans un mouvement parfaitement fluide et a bondi vers la sortie sans un seul regard en arrière. Une fois le silence revenu, nous avons éclaté de rire, mais c'était un rire nerveux. L'un de nous tremblait encore et un autre disait qu'il n'avait jamais vu un animal courir aussi vite dans un espace aussi réduit. Sur le chemin du retour, nous parlions de ce renard comme d'un visiteur improbable de notre petite aventure et la tension retombée nous a permis d'apprécier la scène pour ce qu'elle était. Une rencontre brève et surprenante qui nous rappelait que même les grottes ont leur propre circulation d'animaux qui cherchent simplement à survivre. Il y a quelque temps, je lisais des articles sur les personnes qui croient à la théorie de la Terre creuse et j'ai voulu regarder quel type de preuves elles utilisaient pour appuyer leurs idées. La plupart, à 99%, étaient soit dépourvues de fondements scientifiques, soit des théories encore plus extravagantes les unes que les autres. Pourtant, une histoire s'est détachée du lot. Robert Stacy Jude, un archéologue réputé de Californie, raconte qu'il se trouvait au Yucatan lorsqu'il entra dans la stupéfiante grotte de l'Oltin avec un groupe de 6 chercheurs. Ils avaient descendu très profondément sous terre avant de se rendre compte qu'ils étaient perdus. L'inquiétude commençait à monter lorsqu'une lumière apparut depuis les profondeurs et se dirigea vers eux. Cette lumière était celle d'une torche tenue par un vieil ermite aveugle qui leur expliqua qu'il les avait vus de façon clairvoyante et qu'il savait qu'ils étaient égarés. Malgré sa cécité, il les guida jusqu'à la surface. Les hommes, profondément reconnaissants, lui demandèrent où il vivait. L'ermite répondit que la grotte était sa maison et qu'il ne sortait à la lumière du jour que tous les quelques mois. Quand ils voulurent savoir comment il survivait et où il trouvait de quoi se nourrir et s'abreuver, il déclara être aidé par des amis vivant dans une belle cité intérieure au cœur de la terre. Il prit la pose le temps d'une photographie puis disparut dans les profondeurs.
J'avais cherché à vérifier cette histoire et je n'avais rien trouvé de publié par Robert Stacey Jude qui mentionne cette cité souterraine, mais mes recherches m'ont finalement conduit vers une archive contenant la liste de ces manuscrits. J'ai pu faire scanner plusieurs documents traitant de l'ermite de Loltin et ce que j'y ai découvert était fascinant. Aucune trace d'être mystérieux venant du centre de la Terre pour nourrir l'ermite, mais l'essentiel du récit semble authentique et même plus captivant que la version déformée par les partisans de la Terre creuse. Les descriptions de Stacey Jude sont précises et empreintes d'un étonnement sincère. Il raconte la sensation étrange qu'il a éprouvée lorsqu'il a aperçu la torche s'avancer dans un couloir qu'il pensait totalement inexploré. Il évoque la dignité silencieuse du vieil homme et la manière dont celui-ci connaissait chaque aspérité de la grotte comme s'il en avait mémorisé le moindre recoin sans jamais rien voir. Dans l'un des passages, l'ermite leur montre un endroit où il dit « Écoutez la pierre ». Il expliquait qu'à certains moments une vibration à peine perceptible se propageait dans les parois, ce qui lui indiquait les changements d'humidité, l'arrivée de pluie à la surface ou même le passage d'animaux dans des tunnels trop étroits pour être empruntés par l'homme. Stacey Jude écrivait qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi parfaitement adapté à la vie souterraine. Lorsque le groupe atteignit enfin la sortie, l'ermite s'était déjà éclipsé silencieusement vers l'obscurité. Plus je lisais ces pages, plus je comprenais pourquoi cette histoire avait été si facilement récupérée pour nourrir des théories extravagantes. Elle possède déjà à l'état brut une aura de mystère qui dépasse l'ordinaire. Un homme aveugle vivant seul dans un immense réseau souterrain, guidant des explorateurs perdus avec une assurance absolue, disparaissant aussitôt sa mission accomplie. Pas besoin de cité secrète ni de créatures du centre de la Terre pour que ce récit reste troublant. Si davantage de monde est intéressé, je pourrais vraiment partager les 30 pages complètes de ces documents car elles montrent un mélange unique de recherche, d'expérience personnelle et de fascination humaine pour les profondeurs. Et elles rappellent aussi que parfois la réalité d'une grotte et des personnes qui y vivent peut être bien plus surprenante que toutes les théories imaginées autour d'elle. Un jour à Indian Cave à Blaine dans le Tennessee. La grotte possède une histoire impressionnante en tant qu'ancien poste de commerce et dans les années 1980 une sépulture amérindienne vieille de 3000 ans y a été mise au jour. Elle avait servi autrefois de grotte touristique, mais aujourd'hui on peut simplement louer une grande lampe au magasin de souvenirs et parcourir la grotte par soi-même. Mon ami et moi y sommes entrés en fin d'après-midi. Le passage principal suit un ruisseau sur presque 1 kilomètre avant que le plafond ne s'abaisse brusquement pour laisser place à un couloir entièrement submergé. Nous sommes allés jusqu'au bout de la partie sèche puis nous avons fait demi-tour. Alors que nous revenions vers l'entrée à peu près à mi-chemin, nous avons commencé à entendre des voix derrière nous. Si quelqu'un avait réellement été là, nous l'aurions vu car le passage est droit et le bruit de l'eau ne suffit pas à masquer des pas. Pourtant les voix semblaient avancer à notre rythme comme si elles attendaient que nous nous retournions. Puis juste derrière nous avons entendu un son nettement plus proche comme une inspiration brusque. Je me suis retourné en lançant en riant que je ne savais pas que les fantômes avaient besoin d'inhalateurs, mais mon rire sonnait un peu forcé. La lampe tremblait dans ma main et mon ami observait l'obscurité avec l'impression que quelque chose se cachait juste hors de portée de la lumière. Nous avons accéléré sans courir, mais chacun de nous sentait qu'il valait mieux sortir sans s'attarder. Une fois dehors, nous avons raconté l'histoire au vendeur du magasin et il a simplement répondu que bien sûr la grotte était hantée, comme si c'était une évidence connue de tous et que nous avions simplement rejoint la liste de ceux qui avaient entendu des voix là-dedans. Nous avons échangé un regard surpris car aucune explication rationnelle ne venait contredire ce que nous avions vécu. Le ruisseau ne produit pas de murmures humains et il n'y avait personne derrière nous. La lumière du jour rendait l'aventure moins inquiétante, mais la sensation étrange demeurait. Une grotte dans le sud du Kentucky avait une ouverture immense d'une 30aine de mètres avec l'avertissement Ante and Die peint en rouge au-dessus de l'entrée avec des lettres hautes comme mon avant-bras. Évidemment nous sommes rentrés et l'odeur nous a frappés immédiatement. Nous avons cru au pire en imaginant un corps, mais nous avons fini par découvrir un piédestal de pierre soigneusement empilé avec une tête de chèvre posée dessus en train de pourrir. La scène paraissait irréelle et donnait l'impression que nous venions de pénétrer dans un film d'horreur. Des pentagrammes rouges couvraient les parois à différents endroits et l'atmosphère entière semblait chargée d'une inquiétude lourde et silencieuse.
Nous avons passé près d'une heure à explorer des passages tortueux et des embranchements si étranges que nous avions la sensation que la grotte changeait de forme à mesure que nous avancions. Plus nous progressions, plus il devenait difficile de repérer d'où nous venions et chaque tournant ressemblait au précédent. À un moment, nous avons même entendu un bruit devant nous comme si des pierres tombaient dans un couloir que nous n'avions pas encore exploré. Cela nous a arrêtés net et nous avons attendu que le silence revienne pour reprendre notre route avec une prudence nouvelle. Heureusement, j'étais le seul à avoir pensé à marquer les passages et les jonctions au fur et à mesure. Mes amis affirmaient se rappeler du chemin du retour, mais leurs avis se contredisaient jusqu'à ce que nous arrivions à un carrefour que personne ne reconnaissait. Ils ont commencé à débattre avec nervosité et leurs lampes tremblaient sur les parois couvertes de symboles rouges. J'ai insisté sur le fait que mes marques étaient la seule certitude dont nous disposions et nous avons fini par les suivre même si certains n'en étaient pas convaincus. Lorsque la lumière du jour est enfin apparue au loin, mes amis se sont eus un moment comme si la sortie elle-même leur faisait reprendre conscience de ce qu'ils venaient de vivre. Une fois dehors, ils m'ont remercié plus d'une fois d'avoir pensé à marquer notre chemin parce que sans ces repères, ils admettaient qu'ils auraient probablement tourné en rond jusqu'à perdre tout sens de direction. Nous nous sommes éloignés de l'entrée et une dernière bouffée de cette odeur lourde nous a fait comprendre que nous ne reviendrions pas de sitôt. C'était de loin la sortie de grotte la plus folle que j'ai jamais vécue. À chaque fois que j'y repense, je revois la tête de chèvre posée sur son piédestal et les passages tortueux qui semblaient vouloir nous garder à l'intérieur. Et même aujourd'hui, je peux dire sans hésiter que je n'ai rien inventé et que cette grotte avait vraiment quelque chose d'inquiétant qui dépassait la simple exploration souterraine. Au fil des années, j'ai compris que chacun des incidents que j'ai vécus venait d'une préparation insuffisante avant l'entrée sous terre ou de mauvaises décisions prises pendant l'exploration. La fatigue jouait souvent un rôle important et elle révélait un manque de forme physique qui relevait finalement lui aussi d'une mauvaise préparation. Mes 3 aventures les plus marquantes sans ordre particulier ont été les suivantes. Un jour, ma lampe au carbure a fui et a mis le feu à mon casque. J'ai d'abord vu des gouttes de plastique fondu tomber juste devant mon visage et cette vision m'a figé une seconde. Le feu n'avait pas encore pris toute son ampleur et j'ai eu le temps de l'éteindre en me plaquant contre la paroi humide. L'air sentait le brûler et le silence autour de moi rendait la scène encore plus irréelle. Je suis resté un moment immobile pour m'assurer que tout était bien éteint avant de reprendre la progression. Une autre fois, mon compagnon est resté coincé en essayant de franchir un nœud sur une corde. Il s'est retrouvé suspendu sans prise stable et un autre spéléologue qui montait depuis le fond lui a offert son propre casque comme appui supplémentaire. Une fois libéré, il était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à remonter un passage particulièrement glissant qui menait à un petit orifice au sommet d'une salle. J'ai alors dû sortir seul et marcher longtemps jusqu'à retrouver le groupe de secours. Quand nous sommes revenus, son souffle s'était calmé mais il était encore incapable de bouger. Le sortir de là a pris du temps et a soudé notre équipe pour de bon. La 3e mésaventure a eu lieu lors de la descente d'un puits de 35 mètres. J'utilisais l'équipement d'un autre groupe car nous avions laissé le nôtre en haut pour qu'il soit installé si l'autre équipe partait avant nous. À mon retour, plus rien n'était en place et aucune échelle ne permettait de remonter. J'ai alors dû emprunter un boyau secondaire qui débouchait sur un autre puits à remonter en escalade libre. 40 mètres presque à la verticale avec des prises espacées et l'impression constante que la moindre erreur serait fatale. Chaque mouvement me demandait un calme absolu et une concentration que je n'avais encore jamais atteint. Quand je suis enfin sorti à l'air libre, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incrédulité. Je savais que je venais de franchir une limite que je ne voudrais plus jamais toucher. J'étais à plus de 13 km hors des routes dans les montagnes de l'Oregon et j'avais fait un rappel pour entrer dans un tunnel de lave. Le point d'effondrement était grimpable mais vraiment pas simple, raison pour laquelle nous avions laissé une corde en place. J'avais parcouru environ 800 mètres dans la cavité avec mon pote quand, en tournant à un angle du passage, il a repéré une gourde nalgène. Il s'est penché pour la ramasser et a alors aperçu un type assis sur un bloc de roche qui ressemblait à un piédestal. L'homme était en tailleur, pieds nus, parfaitement immobile. Sa posture rendait difficile de vraiment voir son visage mais on voyait clairement qu'il y avait quelqu'un. Après les jurons et les cris de surprise que nous avons lâchés, le type nous a demandé avec une voix étonnamment douce de réduire la puissance de nos lampes frontales.
Nous étions prêts à faire demi-tour pour remonter quand il nous a indiqué calmement que la grotte continuait bien plus loin et que nous n'avions encore rien vu. Sa voix avait quelque chose de désarmant, comme si elle flottait dans l'air et dissipait nos soupçons. Nous avons finalement décidé d'avancer. Nous avons marché encore 5 minutes dans la pénombre. Plus nous progressions, plus un malaise diffus s'installait. Le silence avalait nos pas et même le faisceau des lampes semblait hésiter à se poser sur les parois. Nous avons fini par nous arrêter sans même en discuter, comme si nous savions tous les deux que l'ambiance devenait trop étrange pour continuer. Nous avons fait demi-tour pour ressortir. En repassant devant l'homme, nous avons enfin pu l'observer correctement. Il portait une cagoule de ski entièrement fermée sans la moindre ouverture pour les yeux. Le tissu noir épousait son visage et il restait immobile comme une statue. Cette vision nous a glacés et nous n'avons rien trouvé à dire. Nous avons repris la corde et quitté la grotte le plus vite possible avec l'impression qu'il nous suivait du regard malgré l'absence de trou dans la cagoule. C'était vraiment étrange. J'imagine que c'était une sorte de rituel ou une pratique de méditation isolée propre aux montagnes, mais même aujourd'hui je ne suis pas certain de vouloir en connaître la véritable explication. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.